Bonjour. Voilà, on va faire notre séance du mois de mai de cette chaire de philo qu'on essaye, je le dis à chaque fois, d'être le plus possible en présentiel et en virtuel pour quand on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est un combat difficile, hein, c'est un combat difficile. On va essayer de s'accrocher. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver, comme très régulièrement, euh, Bertrand Nouaille, qui s'intéresse tellement à ce corps, à cette maladie, aux soins, et qui réfléchit depuis tellement longtemps là-dessus, ce qui est pour les soignants peut-être une source de réconfort. En tous les cas, pour moi, ça l'est, parce que je crois que cette distance qu'on peut essayer d'atteindre nous permet peut-être d'être moins affectés, parce que quelquefois c'est très dur dans le métier en ce moment, hein. Voilà, alors Bertrand, te remerciant encore Merci. une fois. Le corps soignant, n'est-ce Oui, pas? le corps soignant. Attends, c'est un petit Oui, peu là pour au début, ok. j'espère. Donc, merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois parmi vous. Alors, d'abord, une petite précision. Donc, j'ai envoyé un résumé qui se trouve être sur le site Oui, de la chaire de philosophie à l'hôpital. C'est un résumé un petit peu mensonger, dans la mesure où je pose euh, toute une série de questions. Sans doute ce soir, je ne vais pas forcément toutes les aborder et je ne vais pas non plus forcément répondre dans le détail pour une raison simple. C'est parce que le thème que j'ai choisi, le corps soignant, c'est pour moi encore un objet de recherche qui est largement en friche. Et donc, je vais vous proposer des pistes de recherche, des hypothèses. Au fond, là, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est plus l'arrière-cuisine de ma recherche que proprement une recherche absolument aboutie avec une unité et des questions qui sont parfaitement pensées. Alors, du coup, d'abord, je vais essayer de vous exposer les raisons qui m'ont conduit à prendre pour objet de recherche le corps soignant. Alors, pour ce faire, je repars un petit peu de... J'aime bien repartir d'un point de départ ou d'un fondement un petit peu kanguilhémien, à savoir que la médecine a comme devoir de répondre à l'appel de l'individu qui fait l'expérience d'une diminution de son être sous l'effet d'une pathologie. Et ce devoir de répondre exige de la part du médecin ou du soignant la mobilisation loyale de son jugement ainsi que de son savoir-faire. Et c'est ce jugement et le savoir-faire médical que lui permet la maîtrise de la technique de l'épistémie médicale, c'est-à-dire que le médecin ou le soignant maîtrise une certaine connaissance médicale ainsi un certain art médical, et c'est cette maîtrise de cette connaissance et de cet art qui lui permet de restaurer la puissance d'être de son patient. Autrement dit, si la cible de la pratique médicale est la pathologie, l'objet dernier, parce que premier du soin, c'est le sujet individuel. Voilà le point de départ. Or, dans la littérature de la philosophie de la médecine, aujourd'hui, la médecine est théorisée ou est pensée sous le terme de biomédecine. Lorsque l'on pense la médecine, et je vais vous expliquer pourquoi, sous le concept de biomédecine, on va se retrouver dans une situation paradoxale, où la médecine va se retrouver dans une situation paradoxale parce qu'elle va faire l'expérience d'un renversement dialectique où, si vous voulez, le mieux va se renverser en mauvais, pour le dire de façon très brutale. Alors, qu'est-ce que c'est que la biomédecine? Pourquoi, en philosophie de la médecine, on a rajouté ce préfixe bio à médecine? En fait, on parle de biomédecine dans la philosophie de la médecine pour insister sur le fait que la médecine, aujourd'hui, s'appuie sur et intègre les résultats des sciences de la vie, que la médecine adopte, donc d'où biomédecine, que la médecine adopte la démarche expérimentale, qu'elle quantifie et elle mesure les processus organiques, elle parcellise le corps, organes, tissus, cellules, gènes, protéines, bactérines, et elle fait tout cela pour mieux agir sur son objet qui est la maladie. Donc on insiste, la biomédecine, c'est un nom pour insister
sur, on va dire, la dimension scientifique ou l'arrière-plan scientifique dans laquelle ou dans lequel la médecine s'installe. Alors, que la médecine soit scientifique ne date pas d'aujourd'hui, mais il est vrai que l'efficacité médicale repose sur tout un ensemble de connaissances et de données quantitatives qui sont pensées et traitées sur le modèle des mathématiques et de la physique. Donc, aujourd'hui, la médecine devient la médecine par l'épreuve, EBM, Evidence-Based Medicine, étant de plus en plus, ou souhaitant de plus en plus, grâce à ce modèle mathématique et physique, et grâce à ces quantités, à ces données quantitatives que l'informatique lui permet de traiter, la médecine cherche à tendre à devenir une médecine personnalisée. Et on parle de plus en plus de médecine personnalisée. Le malade est alors vu comme un réservoir de données biomédicales qu'il faut extraire afin, si vous voulez, de mieux tenir compte du profil individuel de la maladie et trouver le traitement individuel qui tient compte de cette individualité. Voilà, rapidement brossé un petit peu l'idéal de ce que serait une médecine personnalisée. On traite l'individu et on traite surtout la manifestation individuelle de la maladie dans cet individu. Alors, traiter la manifestation individuelle de la maladie, il semble qu'il y a un gain incontestable pour le malade. Car en tenant compte des caractéristiques biomédicales de chaque patient, on répond enfin à l'hétérogénéité individuelle qui, je vous le rappelle, est un obstacle, a été longtemps un obstacle pour la médecine. Comment tenir compte des caractéristiques individuelles et des différences individuelles quand le médecin, pendant très longtemps, n'avait affaire qu'à un modèle moyen d'une maladie ou à un concept général de telle maladie, de telle sorte qu'il devait, si vous voulez, se tourner du côté de la statistique, par exemple, pour essayer de tenir compte de ces variations individuelles. Alors qu'avec la médecine personnalisée, il semblerait que l'on puisse qu'on tend à accéder à cette médecine enfin pleinement individualisée et personnalisée. Donc, le malade n'est plus traité comme une moyenne, comme un cas moyen, et comme le médecin se doit de répondre à l'appel du malade en mettant à son profit les progrès de la recherche médicale, il se doit donc de mobiliser la biomédecine et il se doit donc de mobiliser toute la puissance, on va dire, épistémologique de la biomédecine. Donc, bon, il semblerait qu'il y ait un gain et pour le malade et pour le soignant. Alors, pourquoi je vous ai dit que la biomédecine, aujourd'hui, est dans une situation paradoxale, voire schizophrène? Parce qu'il me semble qu'il y a une sorte de renversement dialectique. Alors même que la médecine a vu s'étendre sa puissance grâce justement à l'insistance sur la biomédecine, ce que l'on constate, c'est que l'expérience du malade n'a peut-être jamais été aussi négative, soit parce qu'il se nourrit de faux espoirs liés à cette biomédecine, soit et surtout parce qu'il a l'impression que l'on ne tient plus compte de sa personne, parce qu'on le réduit à un ensemble de données quantitatives et on le réduit à sa maladie. Du moins, c'est ainsi que quand on lit les témoignages des patients ou un certain nombre de témoignages, il se trouve que c'est ce malaise-là qui ressort le plus souvent. Le malade demande à être soigné et ce qu'il constate, c'est qu'on traite sa maladie. Et donc, vous voyez, le hiatus, il est là. La médecine pense répondre adéquatement à l'appel du malade en ne faisant que traiter sa maladie. Alors, du coup, traiter la maladie en se centrant sur les dimensions, encore une fois, biologiques, voire moléculaires de la personne, ne pas voir la personne comme une personne, on va dire, au sens plein et entier, avec toute la dimension subjective, psychologique, sociale, historique, mais ne voir dans la personne que son individualité biologique et moléculaire. Traiter la maladie ainsi, et le malade ainsi, conduit, me semble-t-il, au développement de trois tendances alors, que je vais vous exposer. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur. Je vais vous exposer ces trois tendances. Là encore, ce sont des hypothèses. Peut-être que vous pourrez tout à fait corriger mon analyse. Donc, trois tendances, et je ne prends pas le terme de tendance parce qu'il faudrait nuancer en fonction des spécialités médicales. Alors, première tendance, vous me direz si j'ai raison ou pas, peut-être que j'ai tort, une mise en retrait de la clinique comme relation entre deux personnes au profit de la production de données biologiques quantitatives. Le médecin hospitalier examine, me semble-t-il,
de moins en moins, mais ce n'est pas forcément non plus de sa faute, mais examine de moins en moins une personne pour examiner de plus en plus des données chiffrées qui lui revient de faire parler. C'est un peu la tendance Dr House, quoi. Il est désormais inutile d'aller voir le patient, il suffit simplement d'ouvrir le dossier médical. Donc voilà la première tendance. Deuxième tendance, ces données chiffrées sont de moins en moins ce que le médecin peut lire sur le corps malade, qui serait un corps signe, où ces données chiffrées sont de moins en moins les signes que le soignant peut produire lui-même en sollicitant le corps malade, par des gestes, par des touchés, etc. Mais ces données biomédicales sont produites par un ensemble de technologies qui traitent le corps comme de l'information. Dès lors, entre le médecin et le malade, ou le soignant, pardon, entre le soignant et le malade, il y a de plus en plus d'intermédiaires machiniques, appareils de mesure, sondes, caméras, produits chimiques révélateurs, appareils d'image, etc. Donc, vous voyez, il y a une distance qui s'instaure entre le corps du malade et le soignant. Troisième tendance, puisque le médecin traite la maladie par le moyen des données biomédicales, que le malade porte en lui, mais qu'il n'exhibe plus, c'est les machines qui vont aller chercher ces données biomédicales, il y a alors un éloignement des corps, la coprésence patient-médecin n'est plus nécessairement utile, d'où la télémédecine, d'où l'installation de ce qu'on appelle la télémédecine. Et donc, il me semble que ça, c'est aussi une troisième tendance qui émerge de cette insistance que nous faisons sur la biomédecine, que je ne condamne pas. Il faut encore une fois ne pas mal interpréter mes propos. Voilà. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate, à côté des succès de la biomédecine, on constate une montée des médecines alternatives, ou des médecines complémentaires ou intégratives. Et il me semble que cela doit interroger la médecine et la biomédecine, parce que ces médecines alternatives et cette montée des médecines alternatives est le symptôme d'un malaise, d'abord du côté du malade, qui a l'impression d'une biomédecine inhumaine, puisqu'elle laisserait de côté les dimensions essentielles de son être, les dimensions psychologiques, sociales, subjectives, ainsi que l'histoire de sa vie, qu'il va aller chercher du côté des médecines alternatives, qui vont prendre le temps de l'écouter, qui vont prendre le temps de discuter avec le malade, mais aussi ce malaise, il est du côté des soignants eux-mêmes, pour qui soigner n'est pas seulement traiter une maladie, mais faire droit aussi à toutes les dimensions que je viens de signaler, psychologiques, sociales, etc. Donc les médecins non plus, les soignants, pardon, ne sont pas aveugles non plus à ce malaise et à cette biomédecine qui, par les tendances que je viens de souligner, finalement va du côté d'une déshumanisation, en quelque sorte. Alors, les médecins donc, et les soignants sont tout à fait soucieux du soin et n'ont pas attendu la philosophie, n'ont pas attendu la philosophie de la médecine pour repérer ce hiatus. Un hiatus entre, d'un côté, l'efficacité médicale, mais qui les entraîne à minorer la personne malade. Donc, vous voyez le hiatus, une efficacité de plus en plus forte du côté de la médecine, et d'un autre côté, cette efficacité minore de plus en plus la personne malade. Pour le dire de façon schématique et extrêmement brutale et extrêmement provocatrice, on pourrait dire que l'acte le plus humain qui soit, qui est soigné, peut aboutir à une déshumanisation. Alors, ce hiatus a été questionné par les soignants et par les philosophes et par les anthropologues et par les sociologues. Ce hiatus a été questionné principalement par le moyen de l'éthique, qui a permis de faire droit à la valeur de la personne malade, mais aussi on a cherché à voir comment la médecine pouvait faire une place aux différents acteurs du système de soins, en tant que ces acteurs ont une présence charnelle dans le système de soins, la famille, les accompagnants, le paramédical, etc. etc. La médecine aussi a essayé de questionner ce hiatus et de le surmonter en redécouvrant l'importance des humanités, et se sont tournés du côté des sciences humaines aussi pour se réinterroger. Et aussi, la médecine, ou du moins la philosophie de la médecine, a développé d'autres approches, comme la médecine narrative, la phénoménologie de la médecine, la pensée du care, la médecine basée sur les valeurs, et
effectivement les médecines dites alternatives. Donc, vous voyez, on n'est pas resté impuissant face à ce hiatus que je viens de vous signaler. Bon, alors, toutes ces approches, aussi diverses et distinctes soient-elles, ont été théorisées dans la littérature de la philosophie de la médecine, et notamment du côté anglo-saxon, ont été théorisées sous l'idée de l'humanisme médical ou d'humanisme en médecine. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on a justement cherché à repenser la médecine pour qu'elle puisse réintégrer toutes les dimensions de l'individu malade, et on a appelé ce courant l'humanisme médical ou l'humanisme en médecine. Alors, le concept d'humanisme, tel qu'il est utilisé par la philosophie de la médecine plutôt anglo-saxonne, ce concept d'humanisme est un concept mou qui ne renvoie pas à ce qui fut théorisé à la Renaissance. À la Renaissance, on parle d'humanisme pour interroger la place de l'homme au sein de la nature, qui non plus ne renvoie pas à ce qui a été pensé sous les Lumières. Ici, par humanisme, on entend plutôt l'homme comme un être qui se perfectionne, mais l'humanisme est entendu et désigne dans ces écrits des philosophes simplement le fait de devoir être plus humain, en faisant preuve d'écoute, en faisant preuve de compassion, d'empathie, en cherchant aussi à reconnaître les limites de la biomédecine. Et vous avez un numéro des archives de philosophie de octobre-décembre 2020 qui s'intitule « La médecine et ses humanismes » et qui a été notamment dirigé par Juliette Ferry-Danini, qui a parlé ici durant la chaire de philosophie à Clermont et qui avait parlé de la sympathie, de l'empathie, du sentiment d'empathie. Et justement, voilà, donc là, c'est aussi quand on s'interroge sur l'empathie en médecine, on est vraiment dans ce courant de l'humanisme en médecine et on cherche à essayer de comprendre comment on peut réintégrer cette dimension humaine en médecine. Alors, la question principale qui agite la philosophie de la médecine est donc celle de savoir quelles sont les conditions de possibilité d'un tel humanisme en médecine, tout en tenant compte des avancées de la biomédecine et de sa pertinence épistémologique. Donc, c'est la raison pour laquelle Juliette Ferry-Danini interroge l'empathie. Elle dit, est-ce que, en essayant de penser l'empathie en médecine, est-ce que c'est le moyen d'intégrer une sorte d'humanisme, ou est-ce que c'est par d'autres moyens, est-ce que c'est par d'autres affects, ou est-ce que c'est en intégrant l'aspect social, etc. etc. Alors, voilà un peu pour le contexte, pour le paysage intellectuel ou conceptuel actuel. Alors, l'hypothèse que je formule, et là encore, c'est une simple hypothèse, c'est que ce qui me paraît dans toutes ces analyses, dans toutes ces approches de la philosophie de la médecine, ce qui me paraît être l'angle mort de toutes ces analyses, ce qui n'a pas fait l'objet d'une attention et d'une investigation aussi intense qu'a pu être l'éthique, qu'a pu être le care, le soin, qu'a pu être l'empathie, les affects, etc. Alors, ce qui n'a pas fait l'objet d'une telle investigation, alors que, me semble-t-il, il est partout d'une présence immédiate, et aussi immédiate que le corps malade, c'est le corps soignant. On insiste beaucoup sur le corps du soigné, et à juste titre, sur le corps malade, mais finalement, ce qui est laissé un peu dans l'ombre, c'est le corps soignant. Et du coup, c'est ce thème-là sur lequel je voudrais réfléchir ce soir. Qu'est-ce que c'est, ce corps soignant et en quoi s'intéresser au corps soignant, c'est peut-être une façon aussi de réintroduire ou de réfléchir encore sur l'humanisme en médecine. Et qu'il me semble que parler d'humanité ou d'humanisme dans le rapport soignant-malade, c'est aussi tenir compte du corps soignant. C'est ne pas oublier le corps soignant. Alors, ce corps, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que j'entends par corps soignant? Alors, je repars du point de vue de la clinique. Du point de vue de la clinique, l'acte médical commence par un corps qui se penche sur un autre corps. Un corps qui écoute et qui touche un autre corps. Et à ce titre, il n'y a rien de plus révélateur que les rois thaumaturges au Moyen-Âge qui, une fois l'an, pour soigner leur sujet malade, apposaient leurs mains. Donc, il y a bien un contact corporel, il y a un contact d'un corps sur un autre corps. Du point de vue du malade, qu'est-ce qu'un soignant? En premier lieu,
un corps. Un corps qui lui apparaît et qui souvent se distingue des autres corps par un certain nombre d'attributs particuliers. La fameuse blouse blanche, qui est d'ailleurs de moins en moins blanche aujourd'hui, de plus en plus colorée. Mais aussi, donc, par des attributs particuliers, mais aussi par une attitude et un comportement particulier. Une attitude et un comportement corporel particulier. En effet, le soignant est ce corps qui n'est pas rebuté ou révulsé par la vue des entrailles, des plaies purulentes, des liquides, des déjections, des odeurs, mais aussi qui n'est pas révulsé par certaines paroles ou expressions de la souffrance. Alors même que c'est ce qui révulse précisément les autres corps, les corps qui ne sont pas soignants. Voir des entrailles, j'en ai pas vu, mais je pense que on peut facilement tourner de l'œil, etc., où on peut être révulsé par des odeurs, par des déjections, etc., et ne pas approcher le corps, et ne pas le toucher. Et le corps soignant se distingue par cette capacité qu'il a à aller toucher le corps malade, malgré tous ces symptômes rebutants. Donc le corps du soignant se caractérise, le corps du soignant se caractérise comme corps soignant par les réactions particulières que provoque sur lui un corps malade. D'où une première définition, la plus large, j'essaye de donner une définition qui soit la plus large possible. Un corps est soignant quand il augmente par des effets corporels la puissance d'un autre corps qui s'éprouve sur le mode de la faiblesse. Donc un corps est soignant quand il augmente par des effets corporels la puissance d'un autre corps qui s'éprouve sur le mode de la faiblesse, ou quand il soutient un autre corps, quand il ne l'augmente pas, quand il n'augmente pas sa puissance, mais qu'il ne se contente simplement de soutenir un autre corps, à se supporter dans l'état dans lequel il se trouve. Et donc, je précise, un corps est soignant quand il augmente par des effets corporels la puissance d'un autre corps qui s'éprouve sur le mode de la faiblesse. Je précise sur le mode de la faiblesse parce qu'un corps n'est pas soignant quand il a affaire à un corps qui n'est pas faible et qui va soutenir, etc. Mais là aussi, on peut discuter. Alors, ce que j'aimerais, à partir de cette définition, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'une réflexion sur le corps soignant, sur la dimension et la réalité corporelle de l'acte de soigner, me paraît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une voie féconde pour nourrir le vœu d'un humanisme en médecine. Faire ça paraît pourtant, à première vue, paradoxal, parce que la critique qu'adresse l'humanisme médical à la biomédecine est qu'elle est justement trop restrictive en se focalisant sur le corps et sur les maladies somatiques. Or, ce que je propose, c'est que moi aussi, je me propose de me focaliser sur le corps, mais non pas le corps malade, le corps soignant. Et donc, on pourrait me dire, mais c'est le même geste, et je pourrais tomber sous la même critique, puisque dans la biomédecine, on se focalise sur le corps, et c'est cela qu'on critique. Et lorsque je vous dis, j'aimerais me focaliser sur le corps soignant, on pourrait me faire la même critique en me disant, mais vous ne tenez pas compte de la personne du soignant, de sa subjectivité, de ses affects, etc., etc. Parce que vous restez focalisé sur son corps, sur sa corporéité. Or, l'hypothèse que je formule est que la médecine parviendra à tenir compte d'autres aspects propres à l'âme du malade. La médecine parviendra à tenir compte de ses croyances, de ses sentiments, de ses valeurs, du contexte social, de son histoire, de son identité, bref, de sa subjectivité, que la médecine parviendra à tenir compte de toutes ces dimensions de l'âme du malade, que si elle fait droit au corps soignant, si elle n'efface pas la présence corporelle et l'incarnation corporelle du soignant. Or, si la biomédecine produit comme un malaise, malgré ses réussites somatiques, c'est aussi parce qu'elle conduit à une certaine mise en retrait ou à un certain éloignement du corps soignant. Exemple, la télémédecine. Le patient à l'hôpital a de plus en plus... prendre le patient à l'hôpital, il faudrait discuter sur la médecine de ville. Mais le patient à l'hôpital a de plus en plus de difficultés à faire l'expérience corporelle d'un autre corps qui le soigne. Car le médecin, hautement spécialisé, déchiffre le corps, non plus à même sa matérialité charnelle, mais à travers la matérialité abstraite des analyses biomédicales, comme si le corps malade se dédoublait.
pour s'offrir au médecin sous une forme de double, qui serait son double chiffré. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin d'aller voir le corps réel et se contenter de ce corps chiffré, à travers, encore une fois, les analyses biomédicales. Donc, si la biomédecine a paru, et j'emploie le terme apparu parce que peut-être qu'il faut nuancer, peut-être que la biomédecine n'a peut-être pas le dos autant tourné à l'humanisme qu'on le dit. Mais si la biomédecine donne l'impression de tourner le dos à un certain humanisme, c'est parce qu'elle a rendu précisément problématique l'incarnation charnelle du soin. Les soignants, par le rythme effréné qu'on leur impose, éprouvent, et ô combien, la pesanteur de leur corps, mais sont amenés à oublier, du fait de ce rythme même, qu'ils sont des corps, et qu'ils sont un corps aux yeux des malades, et qu'ils apparaissent d'abord sous la forme d'un corps. Il ne faut pas minorer l'impression qu'un médecin ou qu'un soignant, l'impression qu'il donne par son corps au premier contact. Et c'est exactement ce que rappelle Jean Starobinski, le grand spécialiste de Rousseau, mais qui a d'abord été quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la médecine, dans un petit texte qui s'intitule « Toute rencontre et rencontre d'un visage », qui se trouve dans un livre qui s'appelle « Le corps et ses raisons », qui est un recueil de tous ces textes sur la médecine. Jean Starobinski écrit ceci. Mais peut-il, et le il c'est le médecin, mais le médecin peut-il oublier qu'il a aussi un visage et que, pour une assez large part, le succès de son activité dépend de l'apparence qu'il offre aux patients. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Starobinski va immédiatement donner un extrait du corpus hippocratique, un extrait qui se trouve dans le traité du médecin, où justement, dans le corpus hippocratique, Hippocrate, ou l'écrivain, le philosophe ou l'auteur qui a écrit le traité du médecin, ne s'est pas trompé, parce que justement, il n'oublie pas que le soignant a une apparence corporelle, qu'il est un être de la nature. Et que malgré la relation asymétrique entre le soignant et le patient, ils ont, malgré cette relation asymétrique, un point en partage qui est leur corporité. S'il y a bien quelque chose qui relie le patient à son soignant, c'est le corps, malgré toute la relation asymétrique que par ailleurs il y a. Alors, je vous lis ce que écrit ce qui est écrit dans Du médecin, où, encore une fois, avant de déployer l'analyse de la pensée, avant d'exercer le jugement, il y a d'abord une évidence du corps, et l'évidence d'un corps qui fait face à notre corps. Voilà ce qui est écrit. La règle du médecin doit être d'avoir une bonne couleur et d'être bien en chair, suivant ce que comporte sa nature. Quant à l'extérieur, il aura la physionomie réfléchie, sans austérité. Autrement, il paraîtrait arrogant et dur. D'un autre côté, celui qui se laisse aller au rire et à une gaieté excessive est regardé comme étranger aux convenances, et cela, il faut s'en préserver soigneusement. Donc il y a une attention ici du côté de l'apparence, du corps, de la manière dont un médecin, un soignant fait corps. Et Starobinski de commenter, je cite, « On ne guérit pas les maladies par la seule vertu d'une physionomie bienveillante, mais une médecine sans visage laisse les malades dans l'angoisse. » Alors, là, évidemment, quand on lit ces lignes, on pense immédiatement à la télémédecine. Et on se demande, mais est-ce que lorsque tout d'un coup le patient n'a plus affaire à un corps soignant, le corps du soignant, mais est devant un écran, précisément, donc devant déjà un objet qui est un média, enfin un média au sens propre, qui introduit une médiation, bon, alors on peut se demander si le malade est dans l'angoisse. Alors moi, je ne trancherai pas, je pense qu'il faut mener des enquêtes sociologiques, maintenant que la télémédecine va peut-être se déployer de plus en plus, y compris dans les déserts médicaux, il faudrait mener des enquêtes sociologiques bien menées pour voir les effets de la télémédecine et s'il ne faudrait pas nuancer le jugement de Starobinski s'il y a des effets positifs, pervers de cette télémédecine. Mais en tout cas, Starobinski pointe du moins un problème possible, à savoir cet effacement du corps soignant a des effets sur le corps malade. Et donc, si la médecine veut retrouver en tant que science de la maladie, si elle veut retrouver certaines valeurs humanistes, il me semble donc qu'il faut en passer par cette analyse et regarder le corps soignant.
Alors, allons-y. Là, je n'ai fait qu'analyser le corps soignant du côté de la clinique, et j'ai dit que c'était le corps du soignant. Et donc, en fait, maintenant, il faudrait euh, procéder à une distinction fondamentale, parce que le thème corps soignant, je l'ai abordé en prenant pour modèle le corps du soignant. Et c'est ce corps dont je disais qu'il semblait être mis en retrait par la logique de la biomédecine. Mais le corps du soignant n'est en fait qu'un corps soignant parmi d'autres. Donc, il ne faut pas trop rapidement identifier le concept du corps à notre corps. Là, on serait pris dans un élan anthropocentrique. Il ne faut pas non plus trop rapidement identifier le concept du corps au corps organique. Là, on serait pris dans un élan organocentrique. Il y a d'autres corps que le corps organique, et la médecine use de corps qui ont la vertu d'être soignants. Le médicament, le virus sous la forme du vaccin, le greffon, la prothèse, tout cela, on peut dire que ce sont aussi des corps. Et ce sont des corps soignants, ou ils ont la prétention d'être des corps soignants. Alors, du coup, première difficulté, toute simple, première question, qu'est-ce qui fait un corps soignant? Qu'est-ce qui fait un corps soignant? Et cette difficulté, elle est double. D'abord, qu'est-ce qu'un corps? Parce qu'il n'est pas si simple que ça d'identifier ce que c'est qu'un corps. Et deuxièmement, comment accorder à ce corps la propriété d'être soignant? Ce que je veux dire par là, c'est d'une part, quelle est cette propriété? Être soignant. Quand je dis être soignant, c'est une propriété. C'est quoi cette propriété? Et est-ce que cette propriété, elle appartient, est-ce que c'est une propriété substantielle qui appartient à la substance même de certains corps, ou est-ce que c'est une propriété qui n'est pas substantielle? Est-ce que c'est une propriété qui appartient à un corps, à un certain corps, ou bien est-ce que c'est une propriété qui n'appartient pas à ce corps, mais qui émerge, se produit dans ce corps? Alors le corps. Le corps, étymologiquement, c'est corpus, en latin. Et corpus désigne étymologiquement le corps mort, le cadavre, la charogne. Donc, le corps, étymologiquement, est l'antithèse du vivant. Et on peut se demander comment du mort peut être soignant pour un vivant. Si on entend par corps de son sens étymologique, qui renvoie à du mort, qui renvoie à du cadavre, comment cela peut précisément avoir la valeur d'être soignant pour un vivant? Comment du mort peut-il favoriser les fonctions qui résistent à la mort, pour employer la définition de Bichat? Alors, à partir de là, la conclusion semble s'imposer, et c'est ce qui s'est imposé dans un premier temps dans l'histoire de la médecine. Si le corps doit être un corps soignant, il doit d'une certaine façon participer de la vie et du vital. Donc, première approche, le corps ne peut être corps soignant que s'il partage quelque chose de la vie et du vivant. Parce que s'il n'est que du mort, il ne soigne pas. D'où deux possibilités. Du côté des Grecs, une conception dynamique de la nature, donc la nature prise dans alors est-ce qu'on pourrait dire une conception vitaliste? Je ne sais pas, mais en tout cas une conception dynamique du concept de nature, qui est compris dans la médecine hippocratique comme un équilibre. Et donc on va rechercher tous les corps qui favorisent cet équilibre, ou plutôt on va enlever, souvent c'est la diète et le régime, donc on enlève ce qui empêche le retour à l'équilibre. Mais aussi à la Renaissance, vous avez tout ce raisonnement de l'analogisme, à savoir que à la Renaissance, la pensée philosophique, médicale, enfin la pensée tout court, là, va chercher les ressemblances entre les choses du monde. À la Renaissance, on va dire toutes les choses qui composent le monde sont reliées les unes aux autres, et l'on va essayer de voir à travers des marques, à travers des signatures, c'est-à-dire que les choses vont présenter des marques, des signatures, et on va chercher à interpréter ces marques et ces signatures pour voir, en quoi ce corps convient avec un autre corps. C'est-à-dire que ce corps porte un certain nombre de signes, ou de signatures, ou de marques, qui me permet de comprendre dans quelle mesure je peux le relier à un autre corps et qui puisse convenir. Donc on va rechercher des similitudes et des ressemblances entre les corps,
Et c'est comme ça que l'on va découvrir que certains corps sont soignants, soignent d'autres corps parce il y a des similitudes entre les deux corps, il y a des ressemblances entre les deux corps. Je vous lis juste un passage de Michel Foucault dans Les mots et les choses, simplement pour donner deux exemples de ce raisonnement par analogie. Alors voilà ce que dit Michel Foucault. Il y a sympathie entre l'aconite et les yeux. Cette affinité imprévue resterait dans l'ombre s'il n'y avait sur la plante une signature, une marque, comme un mot disant qu'elle est bonne pour les maladies des yeux. Ce signe, il est parfaitement lisible dans ses graines. Ce sont de petits globes sombres enchâssés dans des pellicules blanches qui figurent à peu près ce que les paupières sont aux yeux. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on va interpréter ces graines et on va voir qu'elles ressemblent aux yeux. Et donc, on va se dire, du coup, il y a une convenance avec les yeux, donc on va utiliser cette plante pour soigner les yeux. De même, pour l'affinité de la noix et de la tête. Ce qui guérit les plaies du péricrâne, c'est l'épaisse écorce verte qui repose sur les os, sur la coquille du fruit. Mais les maux intérieurs de la tête sont prévenus par le noyau lui-même qui montre tout à fait le cerveau. Une noix, ça ressemble à un cerveau, et donc on dit, du coup, ça va permettre de soigner. Donc il y a une convenance. Donc voilà un peu ce qui se passe à la Renaissance. Problème, je suis très rapide et très, très schématique. Problème, à partir du XVIIe siècle et de Descartes, le corps organique est compris selon le schéma ou le schème de la machine. Et donc, le corps organique devient similaire à des corps inertes. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce n'est plus seulement des corps qui ressemblent à des parties du corps organique qui peuvent devenir soignants, mais dès lors que le corps devient un corps machine, n'importe quel corps matériel inerte peut entrer en relation avec le corps que je suis, c'est-à-dire le corps machine. Donc, qu'est-ce qu'un corps à partir de là, vous voyez, c'est qu'est-ce qu'un corps et après, qu'est-ce qu'un corps soignant. Donc, un corps, c'est d'abord un être qui introduit de la discontinuité, en ce qu'un corps est un être qui se distingue par son unité. Donc, j'appelle corps toute entité qui va introduire la discontinuité en se distinguant, en formant une unité. Alors là aussi, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais j'aurais tendance à ne pas appeler corps de la purée. C'est du mélange, il n'y a pas de discontinuité, je ne parviens pas comment dirais-je, à isoler dans la purée des corps, etc. J'appelle corps ce que je peux isoler parce qu'il y a une discontinuité. Cette unité corporelle est aussi due à l'assemblage de composants. C'est-à-dire qu'un corps est un ensemble de composants, mais ces composants sont assemblés selon un ordre. Et du coup, vous avez comme parmi un modèle d'ordre qui est l'ordre organique. Mais vous avez d'autres types d'ordres. Par exemple, le cristal. Le cristal présente un autre ordre que l'ordre organique. Donc vous avez un corps, c'est un être présentant une unité qui lui permet de se distinguer des autres corps et qui présente un certain ordre. Cet ordre manifeste une prééminence du tout sur les parties. Dans un corps, il y a quand même malgré tout, même dans un corps inerte, une prééminence du tout sur les parties. Et enfin, le corps présente une certaine permanence dans le temps. On pourrait dire à ce niveau-là que le corps, c'est simplement la fixation temporaire d'un devenir. Le devenir se fixe temporairement dans une entité. Et il y a le corps, une certaine permanence dans le temps. Mais voilà le problème. À la Renaissance, la propriété être soignant était portée par le corps, par son chiffre, par sa signature, par sa marque. L'aconite et soigne les yeux, et cette propriété de soigner les yeux lui appartient en propre, appartient à sa nature d'aconite, appartient à sa nature de corps. Avec Descartes, on assiste à une homogénéisation des corps par le concept de la substance étendue, de sorte que les corps sont indifférents les uns des autres. Il n'y a plus un corps qui va s'adjointer par convenance à un autre corps. Ce livre, c'est un corps, il est indifférent à mon corps. Il occupe un espace, j'occupe une autre portion de l'espace, il a de l'étendue, j'ai de l'étendue, etc.
qui me dit que en quoi ce livre est un corps soignant? Qu'est-ce qui ferait que ce livre aurait la propriété de soigner? Rien. Rien dans sa nature ne le dit. Du coup, le gros problème est me semble-t-il, au XVIIe siècle, pour la médecine, de dire mais comment identifier les corps qui soignent? Comment identifier dans la nature les corps qui vont pouvoir augmenter la puissance d'un corps malade ou le soutenir? Et surtout, comment le reconnaître? Comment je reconnais dans la nature ou dans le monde qu'un corps soignant, qu'un corps va pouvoir soigner? Et alors, je reste très général, mais regardez, pour les recherches sur les médicaments, savoir si telle substance a un effet soignant, c'est justement ça qu'on recherche dans la recherche pour les médicaments. Mais parce que la molécule, ce n'est pas écrit dans la structure de la molécule que c'est une molécule soignante, qu'elle va soigner. Donc, comment on s'y prend? Comment on s'y prend pour révéler la propriété être soignant d'un corps qui ne se voit plus? Eh bien, la seule manière de faire, c'est précisément de mettre en relation les corps entre eux. La recherche pour savoir si un médicament est bien un médicament, va bien falloir à un moment donné que ce corps médicamenteux, je le mette en relation avec un autre corps et que je regarde ce que fait cette relation, que je regarde ce que produit cette relation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, ce que vous voyez, c'est que les corps ne sont pas soignants par nature, ce que l'on pensait à la Renaissance, l'aconite par nature soignait les yeux. Les corps deviennent soignants par relation. La propriété être soignant est une propriété relationnelle et ce n'est plus une propriété substantielle d'un corps. C'est juste une propriété relationnelle. C'est la relation qui produit la propriété être soignant. Et donc, du coup, toute la recherche est de déterminer quel corps il convient de mettre en relation avec tel autre corps pour produire la propriété être soignant. C'est donc, vous voyez, c'est moins la vertu d'un corps qui soigne que sa relation corporelle avec un autre corps. C'est moins la substance corporelle qui soigne que la relation d'un corps à un autre corps qui soigne. Alors, pour préciser encore un petit peu cette idée, et pour préciser un petit peu quelle est la nature de cette relation soignante, on peut introduire, ou sa modalité, on peut introduire un autre terme, celui d'interface. Alors, pourquoi il est intéressant? Parce qu'au fond, les corps, je vous ai dit, sont discontinus et se présentent sous la forme d'une unité. Donc, les corps sont relativement clos sur eux-mêmes. Et là, si vous voulez, alors pareil, on peut peut-être me dire, mais j'ai une conception un modèle un peu atomique. J'ai la conception, j'ai en tête l'atome ou la monade leibnizienne, etc. Mais malgré tout, un corps reste relativement clos sur lui-même et il est discontinu par rapport à notre corps, de sorte que la relation, quand il y a relation entre deux corps, c'est d'abord une relation de surface. Ce sont des surfaces qui s'ajoignent, qui se touchent. C'est un touche-touche, en quelque sorte. C'est une relation entre deux faces, entre deux surfaces, membranaires, tout ce que vous voulez. Et c'est dans un second temps que cette relation de surface va induire, on va dire, une relation, on va dire, de pénétration ou d'un transvasement intérieur. Donc, regardez, une fois que l'on fait de la propriété corporelle être soignant une propriété relationnelle, une fois que j'ai dit que être soignant, c'est l'affaire d'une relation et non pas l'affaire d'une propriété substantielle, la question qui émerge, logique, suivante, c'est quelle est la nature de cette relation? Quelle est la nature de cette relation? Parce que toute relation n'est pas soignante. Lorsque le loup mange la chèvre de M. Seguin, le loup entretient une relation avec la chèvre. Lorsque l'Ukraine et la Russie se font la guerre, il s'agit bien d'une relation. Autrement dit, il faut être deux pour danser le tango. Alors, quelle est la relation? Quelle relation doit tisser deux corps pour qu'apparaisse la propriété être soignant? Et c'est là où, me semble-t-il, la distinction, c'est là où il faut bien distinguer corps soignant et corps du soignant. Parce que
peut se trouver que le corps du soignant puisse ne pas être un corps soignant. Il se peut que le corps du soignant, médecin, infirmier, aide-soignant, etc., ne soit pas soignant, soit parce qu'il est lui-même en souffrance, soit parce qu'il est lui-même pathogène. Pensons par exemple au problème de la fièvre puerpérale qui s'est présenté à Semmelweis, où là, typiquement, c'était les médecins, c'était les accoucheurs qui, alors qu'ils se présentaient comme sous la forme de corps du soignant, ce corps du soignant n'était pas soignant. La relation était pathogène. Mais je peux même encore aller plus loin dans le paradoxe, parce que si le corps du soignant peut ne pas être soignant, on peut aussi aller jusqu'à dire que le corps soignant lui-même peut ne pas être soignant. Alors, comment on peut soutenir cette idée sans que ça soit contradictoire? Si on pense ici que l'expression corps soignant est pris dans un sens très particulier, celui de se référer à une réalité institutionnelle. Parce que corps ne renvoie pas forcément à une réalité matérielle, mais corps est aussi un terme qui peut désigner une institution, une réalité institutionnelle. Alors aujourd'hui, l'institution médicale, on ne la nomme pas corps soignant, on la nomme plutôt système de santé ou de soins. Donc c'est bizarre de parler de corps soignant pour dire la totalité des personnes qui incarnent l'institution médicale. Mais par contre, vous avez une autre expression qui est un peu plus familière, qui est le corps médical. Et quand on dit corps médical, il y a bien le terme de corps qui est en jeu. Et ici, qu'est-ce qu'on entend par corps? Quand on dit le corps médical, le corps professoral, le corps des professeurs, le corps enseignant, qu'est-ce qu'on entend par là? Ou lorsqu'on dit un corps de doctrine, le corps du logis, le corps des logis, etc. Il y a tout un tas d'expressions où il y a le terme de corps. Ici, le corps est compris comme une entité qui fédère un ensemble d'éléments. Et donc, le corps devient un peu un schème pour penser l'unité d'une réalité collective. Il y a une réalité collective, et lorsqu'on veut chercher à penser l'unité de cette réalité collective, eh bien, on peut employer le terme de corps. Par exemple, une institution est bien un ensemble, une collectivité, un ensemble d'individus et un ensemble de composants qui composent cette institution, mais une institution n'est pas seulement une collectivité, c'est aussi une unité qui enchaîne sous elle un ensemble de composants, et notamment des corps de personnes, des corps réels, les professeurs, les médecins, les soignants en général, etc., qui sont pris dans ce corps immatériel qu'est le corps institutionnel. Et d'ailleurs, ce corps institutionnel est tellement un corps qu'en droit, c'est une personne, et que l'on peut donc poursuivre une institution. Et qu'une institution peut être poursuivie et donc c'est une personne. Du coup, bon, celui, si vous voulez, l'auteur qui a cherché à essayer de comprendre comment a émergé l'institution, comment on a essayé de penser un concept d'institution qui est pensé comme une corporation. Dans le latin du Moyen-Âge, on disait universitas, une corporation dont la réalité est indépendante des corps réels et vivants, et indépendante des corps mortels qui passent. Les corps mortels passent, mais l'institution reste. C'est Kantorowicz. C'est Kantorowicz dans Les Deux corps du roi. Kantorowicz. Le fameux le roi est mort, vive le roi. Et là, vous avez bien une distinction entre deux corps, le corps charnel du roi et le corps institutionnel qui, lui, ne meurt pas. Mais pensez aussi à l'Église, qui a un corps intemporel. Du coup, quand on entend le corps soignant en tant qu'institution médicale, lorsqu'on prend le corps soignant comme désignant l'institution médicale, là, on tombe. Alors, c'est vrai que le livre est agaçant, mais n'est pas inintéressant. La critique est extrêmement virulente,
mais on tombe sur un livre peut-être que vous connaissez, d'Ivan Illich, qui s'appelle Némésis médicale. Donc, Ivan Illich, I2L-I-C-H, Némésis médicale, qui a été créé en 1975. C'est une critique radicale de l'institution médicale, et notamment de l'hôpital. De la même manière que, juste avant, Illich avait aussi critiqué, comme je suis prof au lycée, avait aussi critiqué l'institution scolaire. L'institution médicale est pour lui contre-productive, parce qu'elle participe à la médicalisation de la société et des rapports sociaux. Parce que, selon lui, il n'y a aucune corrélation entre l'intensité de l'acte médical et la fréquence de guérison. Pire, voilà ce qu'il écrit, l'infirmité, l'impuissance, l'angoisse et la maladie, engendrées par les soins professionnels dans leur ensemble, constituent l'épidémie la plus importante qui soit et cependant la moins reconnue. Autrement dit, pour Illich, le corps soignant n'est pas un corps soignant. C'est un corps pathogène, c'est un corps qui introduit de la pathologie, c'est un corps qui introduit de la maladie, et ce qui désigne par le terme de iatrogenèse. Iatros, médecin, génésis, origine. Autrement dit, Illich dit il y a des épidémies, des maladies qui ont pour origine l'institution médicale elle-même. Et il prend un exemple qui est le dépistage. Alors, quand on lit, des fois on a envie de lui dire mais non, tu te trompes, etc. Voilà ce qu'il écrit sur le dépistage. La vérité est que le dépistage précoce transforme des gens qui se sentent bien portants en patients anxieux. Soit, alors ça c'est la fin de la citation, soit ici l'exact opposé de la définition que j'ai donnée du corps soignant. Le corps soignant est celui qui augmente la puissance d'un corps malade. Or là, le dépistage précoce, je suis bien portant, etc. Il y a un dépistage précoce. On me trouve une anomalie, tout d'un coup je deviens anxieux. Et donc, tout d'un coup, c'est le dépistage qui m'affaiblit, qui affaiblit ma puissance d'exister. Et au fond, et même il y va plus loin en disant le dépistage modifie même l'expérience que l'individu a de son propre corps. Cette pratique, dit-il, citation, renforce les gens dans la conviction qu'ils sont des machines dont la durabilité dépend de la fréquence des visites à l'atelier d'entretien. Et là aussi, je n'ai pas le temps, je laisse ça de côté, et Illich ne croit pas non plus à l'éthique médicale, comprise comme bioéthique. Il ne croit pas que la bioéthique va sauver l'institution. Il ne croit pas que la bioéthique va sauver le corps soignant de ses effets pathogènes. Et il a un petit texte très court à la fin de sa vie en 1987, destructeur pour la bioéthique. Pas forcément d'accord, mais en tout cas, ces arguments ne sont pas inintéressants. Alors, ce détour apparent du côté du corps soignant, compris comme corps qui désigne une institution, n'est pas vraiment un détour, puisque cela, justement, permet de mieux souligner que le corps soignant ne préexiste pas à la relation. C'est ça que je voulais vous dire. L'institution médicale n'est pas un corps soignant parce qu'il se trouve que c'est l'institution médicale. L'hôpital est un corps soignant à condition qu'il y ait une relation particulière qui s'instaure avec les corps malades. Et l'hôpital n'est pas soignant en et pour lui-même, dans sa nature. Ça, c'est la critique d'Illich. L'institution médicale ne soigne pas parce que c'est l'institution médicale. Il faut instaurer une relation. C'est un type de relation qui permet de transformer un corps en corps soignant. Alors, je reviens à mon problème. Quel type de relation? Et j'en aurai bientôt fini. Je vais vous formuler deux hypothèses et après, j'arrêterai là. Donc, j'en ai encore pour 5 minutes. Entre 5 et 10 minutes. Quel type de relation produit un corps soignant? Alors, pour réfléchir à ça, d'abord, une précaution méthodologique. La précaution méthodologique, c'est qu'il faut avoir en tête la pluralité de nature des corps. Vous avez une pluralité de nature des corps, et cette pluralité de nature des corps peuvent composer des relations, mais des relations qui sont également plurielles. Peut-être que, par exemple, les médicaments, les prothèses, les corps qui ont pour origine un autre corps vivant, comme les greffes,
le corps du malade qui s'auto-médicamente lorsque vous allez chercher un tissu dans le même corps. Lorsque vous faites l'ablation de l'œsophage et que vous allez chercher un bout d'intestin pour reconstituer l'œsophage. Ou des autogreffes. Lorsque c'est tout simplement le corps du soignant qui produit un corps, qui produit un geste, peut-être que cette multiplicité des corps n'induise pas des relations de même nature avec le corps malade. Peut-être que la relation du médicament avec le corps malade n'est pas le même que la relation du médecin ou du soignant qui fait un geste médical. Bon. Alors, l'hypothèse que je souhaite émettre est quand même la suivante, c'est qu'il me semble, et là aussi c'est très discutable, enfin ça peut être discuté, il me semble qu'un corps devient soignant lorsque la relation devient paradoxalement une relation limite. C'est-à-dire, un corps devient soignant lorsque la relation se transforme en une relation d'assimilation par le corps malade. Assimilation du médicament. Assimilation de la prothèse qui désormais fait partie du corps propre, de telle sorte que l'individu ne pense plus qu'il a une prothèse, tellement ça fait partie de lui-même. Assimilation, évidemment, du greffon. Assimilation du geste médical sous la forme d'une acceptation que l'on puisse faire un geste médical sur mon corps. Alors, peut-être que le terme d'assimilation est un peu fort, peut-être que le terme d'intégration irait mieux, mais il me semble que voilà, ce qui fait qu'un corps devient un corps soignant, c'est lorsque la relation qu'il introduit avec le corps malade devient une relation qui est poussée à sa limite et qui s'efface dans l'assimilation ou dans l'intégration. Et ça, c'est, me semble-t-il, le gain théorique à proposer cette hypothèse, c'est que l'on va pouvoir penser des degrés dans la propriété d'être soignant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser des plus ou moins soignants. Un corps peut être plus ou moins soignant. On n'est pas soit un corps soignant, soit pas un corps soignant, mais on n'est pas soignant ou rien du tout, mais on peut être plus ou moins soignant selon que la relation est plus ou moins intégrative, selon que la relation est plus ou moins assimilative. Un médicament devient peut-être soignant, devient corps soignant lorsqu'il est assimilé. Et lorsqu'il n'est pas assimilé, il n'est pas soignant. Alors, bon, voilà l'hypothèse que je vous propose. Par contre, il y a une critique que l'on peut m'adresser, qui est un contre-exemple. Que faire du chirurgien? Parce que le chirurgien, il est bien dans une relation avec un corps, ben là, il n'est pas dans une relation d'assimilation, dans un premier temps. Le chirurgien, le geste chirurgical, c'est d'abord un geste intrusif. C'est un geste sanglant. C'est un geste traumatique pour le corps opéré. C'est pas le bistouri, le chirurgien ne demande pas au corps opéré d'assimiler le bistouri. Et quand le médecin oublie, et quand le chirurgien oublie je sais pas un pansement, mais un coton ou un truc comme ça dans le corps, il va être obligé de réouvrir pour aller le chercher. Parce qu'il sait très bien que ça n'a pas assimilé. Donc ça, c'est vrai que le chirurgien a une position un petit peu particulière. Et alors, du coup, face à cette objection, ce que l'on pourrait faire, c'est que le chirurgien ouvre d'autres possibles pour le corps. C'est-à-dire que le geste chirurgical va soigner au sens où, certes, le geste chirurgical est traumatisant pour le corps au moment où il est effectué, mais qu'il va soigner au sens où il va ensuite ouvrir au corps opéré de nouvelles possibilités qu'il n'avait pas s'il n'avait pas été opéré. Mais à cette première hypothèse, il faut, et c'est la dernière chose que je vais vous dire, il faut ajouter une seconde hypothèse qui complète la première. Il n'y a de corps appelé à être soignant que parce qu'il y a une recherche de soins, que parce qu'il y a une finalité de soins. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à rechercher dans la nature quel corps pourrait être soignant, quel corps pourrait entrer en relation avec un corps malade, s'il n'y a pas d'abord le projet de soignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le malade et le soignant visent la guérison, et en visant la guérison, savent évaluer, il y a une évaluation, soit par le vécu du malade, soit par les connaissances objectives du soignant. Ils savent évaluer, et donc ils peuvent interpréter les effets de la relation entre le corps malade et le corps soignant. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire ceci.
Un médicament, lorsque vous l'analysez dans sa composition chimique, c'est simplement un corps chimique, ce n'est pas un corps soignant. Le paracétamol, la molécule, ce n'est pas écrit dans la molécule que c'est un corps soignant. Et en tant qu'il est un corps chimique, le médicament peut interagir avec d'autres corps chimiques. Mais alors, comment savoir que la relation est la bonne relation? Tout simplement parce que c'est le corps organique qui va interpréter cette interaction entre le médicament et le corps. Ce que je veux dire, c'est que c'est le corps qui interprète, selon des valeurs vitales et existentielles, ce qu'il en est de la relation qu'il entretient avec le corps qu'il estime être soignant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'était un peu, quand je disais dans mon résumé que je tendais vers une hypothèse un peu nietzschéenne, pour qu'il y ait du soin, il faut qu'il y ait du corps, et il faut que ce corps soit interprété comme un corps, enfin, il faut que ce corps soit un corps interprétant. Et c'est la raison pour laquelle le corps, pour qu'il soit interprétant aussi, il faut qu'il soit parlant. D'où derrière le corps de la parole. Ce qui veut dire donc, mais qu'un corps ne peut être interprétant que s'il impose une finalité externe aux autres corps. C'est-à-dire qu'il impose que les corps inertes, qui n'ont pas de finalité en eux-mêmes, s'intègrent dans un projet qui suppose une finalité. Donc, c'est deux individus qui vont imposer un sens et une signification à des processus physico-chimiques. Il y a des processus physico-chimiques qui ne sont rien, qui ne sont ni soignants ni rien, ils ne sont même pas délétères. Un poison n'est pas un poison en soi, si vous regardez dans sa composition organique. Il n'est poison que dans une relation. Il n'est poison que parce que c'est un corps qui va lui donner le sens et la signification d'être un poison ou la signification d'être un médicament. Et donc, du coup, l'acte de soin, c'est un acte qui suppose du sens et de la signification. Et ce sens et cette signification n'est pas seulement l'affaire d'une conscience. Ce n'est pas seulement un sujet qui va interpréter. Ce n'est pas seulement une conscience, ce n'est pas seulement un esprit qui va interpréter et qui va signifier. Ce que je veux aussi soutenir, c'est que cet acte de signification, cet acte de produire du sens, de donner du sens, ce n'est pas seulement l'esprit qui le fait, c'est aussi le corps. Le corps est aussi une machine à faire du sens. Et la médecine comme biomédecine, me semble-t-il, certes, va continuer à tendre vers une emprise physico-chimique, mais les mécanismes physico-chimiques ne seront jamais neutres, y compris dans une biomédecine, parce qu'on aura toujours affaire à un corps, et la marque d'un corps, et la marque d'un corps vivant, c'est précisément de produire de la signification. Et c'est pas seulement, produire de la signification, ce n'est pas seulement une propriété de l'esprit, c'est aussi une propriété du corps. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un corps soignant? Un corps soignant, c'est un processus de valorisation. Voilà, et je vous remercie. Moi, je voulais, pendant que moi, je te demander, il me semble qu'il faudra peut-être approfondir corps ou objet. Parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment assimiler le médecin à un objet. Là, c'est évident, c'est le corps, mais le médicament peut être un objet. Il me semble que... Oui, je suis... Alors objet, c'est ce qui se tient au devant du sujet. Après, si vous... objet, il va falloir l'intégrer. Oui, mais du coup, si vous enlevez le sujet devant qui il y a objet, vous avez affaire à des corps. Ça, à la rigueur, c'est un objet parce que il est artificiel, parce qu'il a été produit par une intention, etc. Maintenant, un corps... Je pense qu'il y a plus d'interaction entre corps et corps qu'entre corps et objet. C'est pour ça que c'est là où je me demande qu'il faudrait... Est-ce qu'un médicament est un objet? Ou est-ce que les médecins, est-ce que vous considérez un médicament comme un objet ou comme un corps et qui peut être du coup incorporé? En fait, on en discute plus en termes de poison, vous voyez, et guérison. Voilà. Ça dépend de la dose. Mais la matérialité, voilà. Mais la matérialité, parce qu'on dit bien un corps chimique. Oui. C'est un moyen de... C'est ça que je veux dire. On voit bien un corps chimique. C'est ça. Moi, j'avais ça en tête, un corps chimique, un corps. Du coup, je me dis tout peut être corps, au sens
à un sens d'une entité, mais c'est vrai qu'il faudrait se distinguer. Et parmi les corps, il y a des objets, C'est ça. Je pense il y a que des outils, ça, on il y a aura des... peut-être intérêt, tu vois, à continuer. Mm, De même, corps soignant, pour moi, il faut vraiment, et c'est là où ça va se différencier aussi d'objets, qui soient vivants. Ce que tu disais à un moment donné, je pense qu'on a besoin que ce corps soignant soit vivant, sinon ça va être un objet qui va servir, voilà. Mais le médecin ne peut pas se permettre, et là je rejoins le médecin de Rousseau, là c'est celui de Rousseau dont tu c'est le Starobinsky, oui, Jean voilà. Starobinsky, c'est spécialiste de Je Rousseau. rejoins un peu, tu vois, l'apparence du médecin va être quand même une des composantes de la relation, de cette fameuse relation, et une des composantes du soignant ou pas soignant, parce qu'un médecin, j'allais dire, qui va se présenter dans un état qui peut faire peur, ne va pas être soignant. Quand il va se présenter d'une façon, au contraire, même hypocrite, mais bien, je ne sais pas comment dire, oui, d'apparence, voilà, d'apparence positive, on va dire, peu importe la qualificative, eh bien, effectivement, il va avoir ce côté soignant qui va être mis en éveil, peut-être à tort et tout à fait à tort. Hein, voilà. Donc, ce point-là aussi me paraît, tu vois. Ouais. Alors, voilà. Du coup, oui, effectivement, alors, moi, pourquoi je ne tendrai pas à dire que le corps soignant est nécessairement un corps vivant? Parce que, après, c'est discutable. J'avais en tête, par exemple, les prothèses. Les prothèses, on ne peut pas dire que c'est du vivant. C'est un objet cependant, pour moi. voilà, c'est un objet, mais qui soigne, qui est soignant. Oui. J'avais en... pour l'instant, je dans comprends, tout ce que tu as apporté, qui était énorme, hein, c'est super comme voilà, merci Christine, je vais marquer. Un moyen pour un patient de retrouver une mobilité, par exemple, oui. Une prothèse de jambe. Voilà. Mais par contre, quand quelqu'un est amputé, on va l'amputer et on va lui dire, ne vous inquiétez pas, il y a une prothèse. Si la relation n'est pas sereine entre le chirurgien, le médecin et le patient, ça se passera mal. Oui. Donc en fait, finalement, je ne sais pas si la prothèse, c'est pas qu'un moyen, et en fait, tout se joue en amont. Ok, je comprends. Alors après, moi, dans ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis justement, j'ai essayé d'analyser ce que c'est un corps soignant. Après, indépendamment de la question de savoir comment il est utilisé, comment il est manipulé par le médecin, juste qu'est-ce que c'est que cette chose, cet être, corps soignant. Et justement, je voulais, parce qu'au début, quand j'avais réfléchi un peu, c'est un thème qui me trotte dans la tête depuis vraiment un moment. Et quand je me disais, et je pensais immédiatement d'abord au corps du soignant. Et d'abord, c'est ça que j'avais en tête. J'avais en tête la corporalité du soignant, qui touche, qui palpe, etc. Et après j'ai réfléchi, mais il y a peut-être d'autres corps, que le corps du soignant qui peuvent, et c'est pour ça que j'avais pensé le médicament. Le médicament, c'est pas non plus en soi du vivant, c'est une molécule chimique, c'est une molécule. Mais j'ai plein d'objets. C'est un peu contre-productif parce que vous parlez de la biomédecine avec justement que des trucs inanimés, des big data, etc., et qui pourront retrouver du soin. Et puis tout d'un coup, alors que vous faites des soins, vous remettez ces objets qui sont inertes. Parce que vous les utilisez. Oui. Parce que vous les utilisez. C'est pour ça que je remets. Vous les utilisez. Après, la biomédecine, ce que j'ai voulu dire là, sur la biomédecine, je veux dire, j'en suis resté au niveau de l'évaluation, on va dire, de la maladie, du diagnostic, etc. Je ne suis pas, justement, et du coup, comment on passe d'une évaluation qui peut effectivement, peut-être que j'analyse mal, mais qui semble se passe, mettre en retrait le corps du soignant, le corps du médecin, pas peut-être moins des infirmiers, mais quoique avec le rythme démentiel des infirmiers ont de moins en moins de temps, donc c'est que la présence corporelle de l'infirmier et de l'infirmière dans une chambre est limitée. Donc, j'ai l'impression que du coup, je dis, la biomédecine, c'est une bonne chose, qu'elle utilise les données de la science, qu'elle utilise les big data, qu'elle utilise l'informatique, qu'elle utilise toute la machinerie pour produire de la donnée, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, quand il faut passer effectivement aux soins, il va bien falloir utiliser des corps, alors du coup, des moyens, des instruments, qui, d'un point de vue, on va aller, j'ai un grand terme, d'un point de vue ontologique, est un corps.
corps, ça, c'est le corps, ça, voilà. Et à partir de là, effectivement, comment vous savez, et c'est là où après, comment vous savez qu'un corps va soigner. Et c'est vrai que votre remarque, parce que je n'ai pas le temps, mais c'est un peu le sens de la fin, et ce que je souhaitais aussi, c'est que le corps, ce que j'avais en tête aussi, ce que je pensais à la psychanalyse, c'est aussi un corps parlant. Pour que le corps du médecin doit parler. Non, mais en fait, je pense je vous comprends bien, mais en fait, peut-être que vous avez peut-être trop séparé, mais parce qu'en fait, dans l'acte du soin, il y a le diagnostic et thérapeutique, c'est l'ensemble, vous voyez, Ouais. et là, vous avez séparé. Ah oui, après, pour les besoins de la cause, ouais. Oui. Il n'y a pas une telle distance. Voilà, entre le diagnostic et le. Oui. Je voulais vous dire, parce que j'ai la parole qui avait gardé ça. Oui. J'avais trois petites remarques. Tout au début, quand vous avez dit relaté Hippocrate, traité de médecine, une médecine sans visage laisse le patient dans l'angoisse, et ensuite télémédecine. Et en fait, on a fait très récemment une enquête sur les perceptions de la télémédecine chez certains patients, certains médecins. C'était en face à face, deux enquêtes qu'on a mis ensuite. Et en fait, quand on regarde du côté patient, quels sont les patients qui désirent la télémédecine et pour quel type de médecine? Ceux qui désirent, effectivement, c'est ceux qui habitent loin. C'est ce que je. Et ceux qui ne sont pas sous anxiolytiques, qui n'ont pas d'antécédents de troubles anxieux, oui. Dépression. Donc, effectivement, c'est ceux qui n'auront pas d'angoisse à ne pas avoir cette relation corporelle. Mais voilà. C'est vraiment ça fait pile. Et c'est pour renouveler l'ordonnance. Dès qu'il y a un acte diagnostique pour parler, ils disent tous on vient voir le médecin. C'est vraiment pour lui c'est un médical de la vie. Mais ce qu'on dit, c'est intéressant parce que c'est Starobinski qui interprète Hippocrate et justement en disant mais s'il n'y a pas de visage, c'est angoissant. Et effectivement, du coup, Starobinski il a écrit, c'est un texte qui est ancien. Je ne sais pas, il faudrait regarder. Et du coup, effectivement, j'ai, comme vous dites, pensé à la télémédecine en me disant est-ce que du coup, la télémédecine rentre dans l'analyse de Starobinski? C'est pour ça que le fait que vous avez fait l'enquête, ça me confirme dans le fait qu'il faut largement nuancer. On va dire, la vision qu'on peut avoir de la télémédecine. Il y a des choses qui sont négatives, mais justement de voir comment, voilà, comment il s'approprie et comment il s'approprie aussi un médium. Ensuite, il y avait une autre petite chose, là, c'était pour avoir un peu avec nous là. On a eu très récemment une conférence par M. Morin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chirurgien qui répare les corps de femmes dans celui des violences. Celui du Congo qui a eu la. Ah oui, je vois ça. Un autre qui travaille avec D'accord. Les chirurgiens, ils travaillent beaucoup avec les femmes excisées. Et il nous disait bien, de toute façon, alors c'est un chirurgien. Et alors, une petite digression, c'est vrai que quand le chirurgien n'a pas vu le patient avant, en consultation, pour expliquer ce qu'il avait fait, il se rend compte des corps, ça se passe mal. Quand les patients les voient après, on ne sait pas qui m'a opéré, quelqu'un, c'était pas celui qui était. C'est grave. En fait, comme vous dites, je pense que la seconde partie, quand vous disiez il faut que la relation se transforme en assimilation et acceptation, c'est aussi un projet, quoi. Acceptation et un projet de soin en amont. Bien sûr. Et donc, ce chirurgien nous disait à la première consultation, j'explique ce que je vais faire, et je ne vais donner même pas la patient. J'attends qu'il y ait une relation dans la parole, et c'est la seconde en fin de consultation que je regarde tellement le choc, la violence de toucher des corps peut être importante. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui illustrait tout à fait votre recherche en termes relation dans la parole, etc. Ensuite acceptation, et ensuite on passe à. D'accord. Je suis content parce que c'est vrai que moi la chirurgie, j'ai pas. C'est un peu là, j'ai pas eu le temps d'aller regarder, d'aller. Voilà, mais qu'est-ce que je pense que en tant que. Parce que évidemment, si le corps du soignant, enfin l'aspect le plus corporel, on pense aussi au chirurgien, qui là pour le coup vraiment. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ouais, bien sûr. C'est fondamental. La chirurgie, quels sont les risques, Et l'autre chose aussi, et après je m'arrête parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent parler, c'est
C'est qu'à mon avis, il y a le corps soignant, l'institution. Mais entre les deux, il y a un autre corps, à mon avis. Par exemple, on voit bien à l'hôpital, mais on commence à voir aussi dans les maisons de santé, c'est des équipes pluriprofessionnelles. Donc, ce n'est pas une institution, mais c'est des gens qui s'assemblent pour traiter une même pathologie ou alors je vous écoute. Sur géographique ou sur, en tout cas avec les mêmes convictions, vous voyez. Dans un service hospitalier, il y a des infirmières, des soignants, des médecins, mais on travaille dans le même objectif, dans le même but, avec le même courage, la même façon de faire, vous voyez. Et ça, c'est un corps qui soigne. Et quand il y a quelqu'un de l'équipe qui ne va pas bien, qui a un travail, etc., bah, même si les autres dans l'autre ensemble du corps essayent de bien faire, ça ne va pas. Ouais. D'un corps intermédiaire. Ouais, je comprends. Ouais, c'est intéressant. Et vraiment, on se rend compte que ce besoin d'échanger, on va dire, dans les messages chez mes généralistes, ils disent c'est difficile parce qu'on ne peut pas échanger. J'ai pas de collègues, j'ai fait des maisons avec 8-10 corps soignants, donc infirmières, et autres messageries, ils peuvent échanger sur des projets pour un patient, ils s'aident, et le soin devient plus bénéfique. Oui, merci. Donc, mais tu sais, quelqu'un d'une équipe, par exemple, qui donne par exemple un avis différent au sein de l'équipe, c'est très perturbant, ça ne va pas, c'est très négatif. Oui, alors juste pour compléter la boîte de Doliprane, là, tu vois, c'est l'objet. Quand il t'a soigné 3 ou 4 fois, dès que tu le vois, tu es déjà en confiance. Donc, c'est l'objet. Et l'institution, le CHU, quand on a créé les CHU, c'était la chose la plus extraordinaire. Et c'était arriver à temps au CHU, c'était pour ainsi dire vivre et être soigné. Et quand on voit ce qui se passe aux urgences aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. L'hôpital est devenu un symbole de peur et de non-soin. Alors, il y a des personnes. À une première question qui est donc les références anglo-saxonnes. Alors, les références anglo-saxonnes, vous les trouvez dans la revue des archives de philosophie. Et donc, c'est le numéro d'octobre-décembre 2020 qui a pour titre La médecine et ses humanismes, où en fait, Juliette Ferry-Danini et Élodie Giroux, ce sont 2 chercheuses françaises, mais qui regardent, elles, du côté de la philosophie anglo-saxonne. Et donc, vous avez toutes les références dans le livre. Voilà, dans la revue, vous allez à la fin, vous n'êtes même pas obligé à la fin des articles. Vous avez donc à la fin des articles, vous avez les notes de bas de page. Et là, vous avez toutes les références concernant. Ensuite, il y a une deuxième question. Voilà, on devient soignant par un apprentissage, une pratique, point d'interrogation. Moi, soignant, c'est. Alors, vous posez une très bonne question parce que d'abord, soignant, c'est un apprentissage de connaissances, d'un savoir-faire, mais c'est aussi un apprentissage de ces connaissances, ces savoir-faire doivent passer par le corps, doivent passer. Soigner, c'est vraiment un ensemble, à la fois un ensemble de connaissances scientifiques, de connaissances liées au métier, que l'on doit ensuite pouvoir déployer, manifester à travers le corps. Donc, en fait, moi, dans cette conférence, j'ai insisté sur l'aspect corporel, mais il va de soi, j'aurais dû le préciser, il va de soi que c'est absolument pas antithétique et au contraire avec l'autre aspect du soin, c'est-à-dire l'investissement par la pensée, la connaissance, la science, etc. Si je peux intervenir parce que c'est moi qui ai écrit. Oui. Effectivement, c'était aussi dans ce sens d'apprentissage du corps à corps parce que bon, effectivement, ma référence, c'est aussi ma recherche dans la formation des kinésithérapeutes et justement mon insistance qu'il n'y a pas que le corps du savoir, mais il y a le corps aussi de sentir, d'écouter, de toucher et toute cette phénoménologie du corps dans la formation des soignants.
J'insiste aussi sur ça. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est un peu, alors là, je ne pouvais pas tout dire quand je dis je vous ouvre l'arrière-cuisine, mais effectivement, j'avais aussi en tête, lorsque je pensais au corps soignant, donc le corps du soignant, le corps du médecin, l'infirmier, et j'avais Mhm. aussi en tête, effectivement, les massages, Mhm. les aides-soignantes qui aussi lavent, qui La manipulent le toilette. corps, la Mhm. toilette, les kinés qui sont aussi toujours et si le médecin, on va dire, c'est pour ça que quand je dis dans l'institution hospitalière, peut-être le spécialiste, le médecin spécialiste qui peut s'éloigner ou qui peut avoir la tendance, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, si dans votre, mais qui peut avoir cette tendance à s'éloigner, euh, d'autres intervenants, d'autres soignants, eux, continuent dans ce corps à Mhm. corps, enfin, ne mettent pas en retrait l'aspect corporel de leur métier. Euh, donc, on soigne aussi par le corps. Enfin, c'est évident. Quoi. Et aussi par la connaissance. Ouais. Et aussi, il y a aussi une question, euh, parce qu'on parle de le corps soignant en tant qu'objet, parce qu'on a parlé du médicament, on a parlé de la prothèse, même de gestes, de massage. Est-ce que ce sont vrai des corps soignants dans le sens de celui qui soigne, ou est-ce que c'est vraiment le soin en tant que thérapeutique? Oui. Oui, je comprends. Alors, là aussi, votre question est intéressante parce que c'est aussi un des aspects de la recherche que je n'ai absolument pas encore défriché. Parce que ce qui m'intéresse aussi à travers pour tout vous dire, ce qui m'intéresse à travers cette affaire de corps, c'est essentiellement à l'horizon, j'aimerais réfléchir sur la notion de geste, à Mm. savoir ce que c'est qu'un geste. Et parce que dans le langage bureaucratique, ils disent acte médical. Ça, c'est le langage Mhm. bureaucratique, parce qu'on permet de mettre dans les cases. Et il me semble qu'un soignant, un kiné, tout ce que vous voulez, ce n'est pas un acte médical qu'il effectue, c'est un geste médical. Donc derrière, c'est vraiment ce que je souhaite faire, c'est vraiment de réfléchir sur cette idée de geste, ce que c'est qu'un geste, au sens d'abord général du terme, et ce que pourrait avoir de spécifique le geste soignant par rapport à d'autres types de gestes. Et dans le geste soignant, ce qu'elle peut avoir de spécifique, le geste infirmier, le geste du kiné, le geste etc. Et le geste du médecin, le geste du chirurgien. En fait, c'est tout cet ensemble de gestes que je souhaiterais en fait analyser. Et donc, c'est le geste qui est, enfin, en fait, je pense qu'à terme, peut-être je dirais moins le corps soignant plutôt que le geste soignant. J'irais plutôt dans ce sens-là, le geste soignant, en sachant que dans le geste soignant, il y a la dimension corporelle qui entre en ligne de Mhm. compte. Mais il n'y a pas seulement la dimension corporelle dans le geste soignant. Il y a aussi l'intention, il y a toute Mhm. une attention. Voilà, donc c'est tout ça en fait que je voudrais mettre en mouvement, mais je suis encore au tout début du défrichage. Mais l'acte médical, c'est simplement parce que c'est la profession. Oui, c'est ça. C'est simplement sur des logiciels informatiques. Voilà, exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement, voilà, ouais, c'est ça. Oui, mais ça rentre, mais c'est un langage, ouais. Mais le langage d'abord bureaucratique, etc., rentre ensuite petit à petit dans le langage ordinaire. C'est comme on dit en distanciel, en présentiel, en fait, c'est des termes qu'on n'aurait jamais employés il y a 2-3 ans, c'est pas le langage ordinaire. Ça. Absolument. C'est une obligation qui a rendu. Mais le geste, effectivement, il me semble que c'est ce qui va caractériser, tu as raison, je pense qu'on ne dira pas un geste notarié, on ne dira pas un geste, tu vois. Donc, effectivement, c'est parce que le geste, eh ben, il s'accroche au corps. Donc, tu as bien fait de commencer par le corps parce que c'est un corps qui peut faire un geste, c'est pas autre chose. Ouais, ouais. Mais c'est assez, en fait, après en français c'est assez riche. Quoi. Oui. Nous, des fois, quand les élèves veulent négocier, allez, faites un geste. Voilà, c'est intéressant, faire un geste, parce que ça veut dire. Donc, je pense, je pense que c'est assez riche dans la polysémie, ce terme de geste, et du coup, ça va être assez riche d'un point de vue conceptuel. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ça sera très intéressant. Voilà, vous voulez poser une question ici. Et Alain, notre Alain Petit, là, qui était avec nous, non, pas de questions particulières. J'en ai pour Bertrand, oui, oui. Si, tu en as. Vas-y, Alain, pose.
Je commence par lui dire merci parce que j'ai beaucoup apprécié sa conférence. Il y aurait pas mal de points sur lesquels j'aimerais revenir. Euh, et celui qui m'intéresse le plus, si tu veux, c'est la fin, c'est-à-dire l'idée que il s'agit d'une relation et que dans la relation, la propriété de relation comporte des degrés. C'est l'idée de gradualité là qui m'intéressait beaucoup. Alors je me suis demandé si on pouvait prolonger ton hypothèse en se demandant à quoi tiennent ces degrés. Est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est une série illimitée, ou bien est-ce que, et ça serait intéressant pour je dirais pour le corps soignant, alors au sens 2 que tu as introduit, par exemple médicaments et so on, donc d'abord des corps qui ne sont pas soignants par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un moment une limite au fait d'être, disons, d'être soignant dans la relation même, ou d'une certaine manière, ça se renverserait. Ça deviendrait le contraire, d'une certaine manière. Par exemple, le rejet du greffon, l'effet secondaire fatal, par exemple. Et on sait par exemple que pour un paracétamol, par exemple, que tu prenais, ça marche. Parce que, est-ce que est-ce que les degrés tiennent à la dose, mais est-ce qu'ils ne tiennent pas également à d'autres facteurs, par exemple l'idiosyncrasie du corps malade, et par exemple les phénomènes de rejet du fait de l'immunité, par exemple. Je sais que par exemple, c'est comme ça que ça se passe. Donc je me demande, tu vois, ce qui fait varier la relation qui suscite en quelque sorte la propriété d'être soignant, euh, est-ce que ça tient éventuellement à certains phénomènes qui ont lieu dans le corps récepteur, c'est-à-dire le corps malade, avec une clé de l'assimilation. Tu disais que le corps soignant était assimilé par le corps, qui est vrai, mais avec justement des limites qui pourraient être celles, par exemple, des limites de l'immunité. Mmh. Voilà la question que, essentiellement, tu vois, celle que je vous adresse. Merci Alain, c'est effectivement. Alors je ne saurais pas quoi te répondre déjà, parce que précisément, mais ouais, c'est une très bonne question, une très bonne piste de savoir à quoi tiennent les degrés et ce qui va faire varier. Alors du coup, effectivement, si je tiens à mon hypothèse en disant que la propriété être soignant est dépendante d'abord de la relation, il faudrait peut-être que du coup, par rapport à tes questions, que je nuance un peu en disant ça dépend de la relation et ça dépend aussi de la réception ou de l'état du corps soigné et effectivement de cette question de l'immunité. Euh, il y a, du coup, il y a des limites, effectivement, il y a des limites. Euh, et on pourrait, alors des limites immunologiques. Euh, il y aurait aussi peut-être des limites, on va dire, comment je pourrais dire, psychiques. Qu'en est-il lorsque un corps ou lorsqu'un ne veut pas être soigné? Du coup, ça ne va pas venir limiter, affaiblir la puissance soignante de, du médicament ou de que sais-je. Euh, donc oui, c'est effectivement des bonnes questions que tu poses. Euh, mais là, je serais comme ça à brut pour point, pas vraiment te répondre Ça a à voir avec l'identité aussi. au fond des choses, quoi. Mais merci. Non, mais c'est très intéressant que tu sois passé du substantiel au relationnel. Parce que déjà, ça ouvrait l'espace de ces questions et ça a amené peut-être à faire une différence que je te propose, tu vois, entre comment dire, l'augmentation de la dose, tu vois, par exemple, entre l'augmentation de la dose et un autre type de gradualité, si on fait intervenir justement ce que tu veux faire intervenir dans l'humanisme que tu proposes, c'est-à-dire les caractéristiques, les vraies caractéristiques individuelles qui tiennent à l'évaluation. Et une évaluation qui n'est pas nécessairement d'abord une évaluation justificative, qui est plus vitale, une évaluation vitale. À ce moment-là, la variation en degrés ne suit plus une échelle quantitative. Ouais.
Là, je suis d'accord. Ouais. Oui, oui, c'est absolument. Ouais. Oui, ça va dans ton sens, philosophiquement. Ouais, oui, 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 ça, merci. Ouais. J'ai pris note. J'ai pris note. Et dans le degré, si vous voulez, il y a aussi le frein, enfin le frein au politique du transhumanisme. Vous mettez une prothèse masculine, une prothèse blanche, une prothèse Oui, dans les degrés, le Oui, transhumanisme, oui. on t'a pas entendu. Ouais, Transhumanisme. Et puis, il y a aussi dans la durée, je pense, si vous mettez une prothèse, vous avez un prothèse linéaire, ça va s'infecter. Oui. Et donc, c'est dans le traitement d'un bien infectieux. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ce que dit Jean-Yves, c'est-à-dire que dans la diabète particulièrement, il y a tout à fait 50% des patients qui proviennent de l'activité de soins, de la cardio, de la chimiothérapie, de l'hématologie, des médecines internes, des chimiothérapie. C'est notre ressource importante de malade. Non, mais merci parce qu'effectivement, j'ai laissé de côté cette dimension temporelle dans la relation. Là, j'ai parlé de la relation comme si c'était synchronique, pardon. Et là, du coup, vous introduisez la dimension temporelle en disant un corps qui peut être soignant au départ, et puis en fait, se révéler la relation peut à nouveau se transformer. Et donc, ça rejoint aussi la remarque d'Alain sur les degrés et la variation des degrés. Et donc, le temps peut venir, la durée peut venir aussi modifier ça, quoi. Mais ça montre bien aussi que la propriété être soignant ne repose pas sur les corps et la nature intrinsèque des corps, mais c'est bien sur une relation entre les corps. Oui, par exemple, un chirurgien, une personne qui a un problème de hanche à l'âge de 50 ans, je lui ai dit, on va attendre un peu, parce que la prothèse, ça va durer 20 ans, on va pas vous faire à 80 ans, on va attendre un peu, vous voyez. Ouais, c'est intéressant, ouais. Oui, non, mais c'est très bien. Oui, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ouais, ça, j'avais pas. Non, ça, j'ai pris note aussi. Merci sur la durée. Merci. D'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Mais tu vois, on attend encore la suite, Bertrand. Et je sais que tu as beaucoup de travail, donc on va te donner du temps, justement. À la prochaine fois, le geste. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.